vous avez compris, ce n'est pas une maladie, c'est chaque enfant a sa propre maladie. Quand c'est qu'on va, nous, en essayer de rencontrer ces enfants, eh bien, en période néonatale, on va en rencontrer quelques-uns. Et paradoxalement, on va rencontrer ceux avec la meilleure forme. Parce que dans cette pathologie, ce qui est paradoxal, c'est que ceux qui ont le meilleur avenir et qui ont la meilleure forme, ce sont ceux qui sont les plus fragiles à la naissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peu de collatéral. Et donc, du coup, ils sont très, très ductodépendants. Donc, du coup, cela, il va falloir très vite faire quelque chose à la naissance. Après, selon le choix des équipes, c'est soit ouverture VDAP, soit anastomose de Blalock. Mais tant qu'ils sont dépendants de leur canal artériel et de la prostine, ils peuvent pas rester très longtemps. Sauf, bien sûr, elle vous a présenté Reginanka où il est resté je sais plus combien de mois sous prostine en attendant qu'il grandisse un peu. Bon, il y a toujours des exceptions. En revanche, les mauvaises formes, celles qui ont pratiquement pas de mouette et qui ont plein de collatéral, ceux-là, ben, ils vont très bien. Et c'est justement le gros casse-tête des cardiopédiatres qui doivent expliquer aux parents, donner un très mauvais pronostic aux parents alors qu'ils ont devant eux un enfant bien portant, tout joli, sans aucune anomalie associée, et qui, voilà. Bref. Alors après, on va les revoir quand ils sont un tout petit peu plus grands. Pareil, ceux qui ont une super forme d'abso pour une cure complète et ceux qui ont une moins bonne forme pour commencer, réhabiliter l'arbre pulmonaire, unifocaliser, emboliser, etc. Et puis, ce qui est valable pour tout le monde, mais surtout pour les mauvaises formes, très souvent, on les reprend et on refait une unifocalisation et on les reprend en cathé, réembolisé. Et puis voilà, c'est sur mesure, comme a dit le docteur Roussin. Du coup, on va avoir une multitude de types d'interventions avec son CEC, par sternotomie, des fois par thoracotomie pour certaines unifocalisations. On va les revoir à tout âge. Et puis, notre obsession doit être toujours préserver le capital veineux car on ne sait pas ce que sera le prochain pas chirurgical. Alors, pour qu'on ait quand même un peu d'idées un peu plus claires, donc pour les bonnes formes, les abscesses de type A et B, donc en période néonatale, ouverture VDAP ou anastomose. Alors, la grosse différence entre absceau et abscie, c'est que là, nous avons une CIV. Et en période néonatale, la CIV reste volontairement ouverte pour mettre le ventricule droit à pression isosystémique et pour ainsi pousser dans les artères pulmonaires qui sont toujours hypoplasiques dans cette maladie et assurer leur croissance optimale. Alors, en post-opératoire, qu'on ait fait une ouverture VDAP ou une anastomose, c'est pas extrêmement différent. Donc, lorsque je travaillais à Necker faisait toujours des ouvertures VDAP. J'arrive à Marine-la-Longue, j'en vois presque pas, très rarement, et on fait surtout des anastomoses. Bon, il n'y a pas une qui soit meilleure que l'autre, c'est un choix d'équipe et c'est aussi en post-opératoire, il faut voilà savoir les gérer. Alors, en période néonatale, à la fin de l'intervention, les résistances vasculaires pulmonaires sont toujours un peu élevées. Un, parce que ce sont des nouveau-nés, et deux, parce qu'ils viennent d'avoir un CEC. Donc, si on fait une anastomose, bah, le débit, voilà, il va falloir vous adapter au débit au moment donné. Et donc, le manipuler, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, en variant l'hématocrite de l'enfant, en modifiant le pH et en utilisant une ventilation adaptée. Alors, lorsque l'arbre pulmonaire est bien développé, donc dans les bonnes formes, il y a toujours tendance à un hyperdébit pulmonaire lorsqu'on fait une ouverture VDAP. Pourquoi? Parce que le chirurgien ne va pas vous faire une ouverture VDAP très très restrictive pour qu'il ait besoin de reprendre 3-4 semaines plus tard l'enfant parce il a grandi et que entre temps l'ouverture est vraiment trop restrictive. Donc au départ, on est un peu généreux avec l'ouverture et puis l'ouverture va se resserrer toute seule avec la croissance de l'enfant. Ce qui est la grosse différence avec les abscies où il n'y a pas de CIV. Et donc, du coup, où l'ouverture VDAP n'hyperdébite pratiquement jamais, parce que le VD est petit. Là, le VD est de taille parfaitement normale. Et donc, après une ouverture VDAP, il y a toujours une fuite pulmonaire qui est importante puisqu'on a fait un patch transannulaire.
À cela se rajoute une ventriculotomie infundibulaire, puisque c'est comme ça qu'on a mis le patch. Et donc, du coup, il y a toujours une insuffisance ventriculaire droite post-opératoire, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, lorsqu'on fait une anastomose systémico-pulmonaire. Et donc, mais ça ne change finalement pas énormément dans votre conduite à tenir. Bon, je sais que le cours sur les anastomoses a été fait à Bordeaux. À Marie-Lange, on met toujours une catécholamine lorsqu'on fait une anastomose systémico-pulmonaire parce que le débit à travers est tellement dépendant de la pression de perfusion qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des chutes de pression pour une raison ou une autre. Donc, ils ont toujours un petit fond d'adrénaline. Bien, quand on fait une ouverture VDAP, vu qu'on les met volontairement dans un état d'insuffisance ventriculaire droite post-opératoire du fait de l'ouverture et de l'insuffisance pulmonaire, eux aussi ils vont sortir avec un tout petit support en catécholamine. Alors, lorsqu'on les revoit à l'âge un peu plus avancé, ils reviennent d'habitude nous voir les bonnes formes pour une cure complète. Donc là, c'est parfaitement comme une prise en charge de phallo irrégulier avec un anneau pulmonaire fondu. Donc le cours sur le phallo, vous l'avez eu, donc ça va forcément être des redites. Alors il y a deux particularités, et ça j'ai entendu Régine vous le dire. Ce sont des enfants qui restent pendant plusieurs mois cyanosés, et donc du coup il va falloir les réoxygéner de manière très progressive lorsqu'on démarre la CEC. Et ça, on l'a dit au moment du cours sur la CEC, c'est un moyen anti-inflammatoire important, ça réduit le stress oxydatif dû à un PO2 trop élevé. Alors après, la deuxième chose, et ça aussi le régime vous l'a dit, il y a un retour veinopulmonaire important. Alors pourquoi? Normalement, la vascularisation de l'arbre bronchique représente environ 10% du débit cardiaque, mais là, il y a les anastomoses. Donc même les meilleures formes d'abso, ils ont des collatérales, pardon, pas d'anastomose, des collatérales. Et donc, du coup, bah, ces collatérales le flux à travers ces collatérales va s'additionner dans le retour veineux pulmonaire. Et comme elle vous l'a très bien dit, le perfusionniste va devoir augmenter son débit délivré dans la horte, puisque tout ne passera pas dans la circulation systémique. Une très grosse partie va partir via ces collatérales systémico-pulmonaires dans la circulation bronchique et va revenir par le retour veineux pulmonaire dans les cavités gauches. Et donc, le chirurgien va se trouver en permanence avec un retour gauche très important. Donc, après, c'est à lui de gérer pour mettre une aspiration dans les cavités gauches qui soit effective. Et puis, quand c'est vraiment impossible à gérer, il y a des chirurgiens qui finissent par faire de l'hypothermie. Bon, pas à 20 degrés, mais hypothermie modérée à 32 degrés pour pouvoir diminuer tout le débit de la CEC et ainsi forcément aussi le débit du retour veineux pulmonaire. Alors là, lorsqu'on fait la cure complète, il y a toujours la ventriculotomie et il y a donc la dysfonction ventriculaire droite, il y a toujours une insuffisance pulmonaire puisqu'on a fait le patch transannulaire et donc du coup, bah, ceux-là aussi, ils vont devoir sortir avec un petit support inotrope. Alors, lorsqu'il y a beaucoup de ces collatérales, il faut éviter les vasodilatateurs pulmonaires à la fin de la CEC, donc limiter beaucoup l'oxygène. Sinon, il y a une surcharge de la circulation pulmonaire. Voilà. Et des fois, en post-opératoire, et probablement Angèle va vous le répéter, on retourne encore une fois au cathétérisme pour emboliser certaines collatérales trop importantes. Puis ça, c'est ma dernière plaque. Lorsqu'on a affaire à des très mauvaises formes, celles qui n'ont pratiquement pas d'arbre pulmonaire, bien eux aussi, la stratégie c'est de les amener un jour vers la cure complète, mais ceux-là, on les voit très souvent avant pour réfection de de leur comment dire, pour unifocalisation et reconstruction de l'arbre pulmonaire. Alors le problème, c'est que ceux-là, ils viendront pas forcément quand ils sont très petits. Ils ont déjà des collatérales avec lesquelles ils ont grandi. Et du coup, ces collatérales, des fois, sont vraiment importantes et peuvent être à l'origine des compressions bronchiques, voire de bronchomalacie.
Et souvent, ils ont déjà des troubles ventilatoires préexistants, des chantes intrapulmonaires du fait des compressions et d'atelectasie. Donc c'est pas une induction anesthésique très euh, très confortable. Souvent, ils ont des hémoptysies et ils sont embolisés en préopératoire. Et puis, lorsqu'on les aborde par voie sternale pour faire ces unifocalisations, c'est un peu plus facile pour nous pour gérer. Mais malheureusement, des fois, on a besoin de faire des abords thoraciques. Et puis là, à tous ces problèmes préopératoires se rajoutent des atelectasies post-opératoires du fait des abords thoraciques, de la diminution de la CRS. Et puis, ce sont des chirurgies très douloureuses, les chirurgies thoraciques. Et là, il va falloir penser à mettre en plus de l'analgésie post-opératoire habituelle, des cathéters avec des perfusions continues d'anesthésie locale, des cathéters intervertébraux, intercostaux, pardon. Voilà. Et puis, si on a ces cas très importantes, on peut aussi manier un tout petit peu le flux à travers ces collatérales par des pressions indes expiratoires élevées.